Il est 8h22 et c'est avec Georges Goma qu'on poursuit cette édition des Matins éphémères. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Et au bout du fil, tu as un invité, Monsieur Miabe, qui est professeur de mathématiques à la Howard University. Et Georges, il sera question... On poursuit cette série de chroniques sur le FMI et l'Afrique centrale. D'abord, je salue Monsieur Miabe qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, en direct des États-Unis. Bonjour. À quel endroit aux États-Unis, Monsieur Miabe, vous êtes situé? Ben, je suis dans une banlieue de Washington, D.C. Donc je ne suis pas très loin de la Maison Blanche, pour vous dire. Voilà. Bon, très bien. On aura affaire à la Maison Blanche tout à l'heure. Bon, je pense qu'il doit faire un petit peu plus chaud qu'ici. Georges, oui. Donc, on avait entamé une série de chroniques sur le FMI et, voilà. et l'Afrique, bien ça. entendu. Mais l'Afrique, bien entendu. Là, on a M. Miabe qui est professeur de mathématiques. Explique-nous un peu. Écoute, M. Miabe est déjà congolais d'origine. Il est professeur de mathématiques à Washington, à la Howard University à Washington, et il est aussi le président de la National Congress for Democracy. Voilà, donc ce sont des ONG qui sont installées, n'est-ce pas, à Washington et qui mènent un travail très fort pour l'Afrique, évidemment. Le retour de la démocratie en Afrique, et puis tout ce qui se passe, notamment avec le Congo-Brazzaville. Cette ONG est bien branché là-dessus pour dire surtout la vérité de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce qu'on a comme l'impression, pas comme l'impression, c'est la vérité, que tout ce qui se passe au Congo est badigeonné de mensonges. Alors, on ne peut pas fonctionner dans le mensonge perpétuellement. Et le National Congress for Democracy à Washington mène un travail de fond là-dessus. Et nous avons travaillé aussi autour du FMI. Nous avons fait des marches avec eux au FMI, simplement pour que le travail de FMI ne soit pas basé sur du mensonge. Alors, donc voilà à peu près pour présenter rapidement. Il aura l'occasion aussi de dire quelque chose sur lui-même aussi, M. Miabe. Oui. Et donc, comme tu l'as dit, Caro, nous allons continuer notre chronique sur le FMI, les relations du FMI et puis un certain nombre d'États de l'Afrique centrale. Et nous avons dit aussi au cours de ces émissions que entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple, il y avait une grande différence. C'est-à-dire les pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avaient tendance à bien fonctionner. Et qu'en Afrique centrale, les pays de la CEMAC, c'est là où il se posait de grands problèmes, jusqu'à friser même la dévaluation encore du franc CFA. Et le boiteux petit canard dans cette zone, c'est le Congo-Brazzaville, qui semble tirer tous les autres États de la CEMAC vers le bas, parce que la situation du Congo-Brazzaville est très catastrophique. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler évidemment dans la suite de ce qu'on a fait il y a 2 semaines sur pourquoi est-ce que le FMI n'arrive pas, après plus de 2 ans, à signer un accord avec le Congo-Brazzaville, alors qu'il y a eu beaucoup de missions à Brazzaville qui sont toujours revenues bredouilles. Ouais. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas et cette chose-là doit être dite ici à l'antenne pour que le monde entier nous entende. Donc, on va voir M. Miabe, qui est aussi branché là-dessus, de nous dire un peu la question qu'on va lui poser. M. Miabe, pourquoi cet accord jusque-là est impossible? On nous a dit la dernière fois que le FMI avait arrêté toute négociation avec le Congo. Il s'est avéré que non. Le FMI continue à travailler avec le Congo-Brazzaville. Mais sur quelle base, M. Miabe? Bon, Madame Caro et puis M. Georges, premièrement, je vous remercie de m'avoir donné la parole, de m'avoir invité à cette émission. Je crois que ce débat est du Fonds monétaire et les pays membres comme le Congo-Brazzaville, c'est un débat très important pour l'avenir de l'Afrique. Alors, la situation du Congo, elle est très bien connue. Le Congo, c'est l'un de ces pays particuliers ou un pays qui a eu à un moment donné, pendant une grande période, une croissance qui n'a montré aucun développement dans le pays. Le Congo est un pays pétrolier et qui, pour une raison ou une autre, en 2010, s'est retrouvé dans un programme des pays pauvres très endettés, ce qui n'a pas été, ce n'était pas compréhensible dans le sens où le pays, depuis 2010, avec la croissance des prix du pétrole, a eu des entrées énormes. Le pays a fait des bénéfices, je dirais même qu'il y a eu une importante somme, il y a eu d'importantes sommes de succès, comment on appelle ça en français encore? Excusez-moi, parfois je confonds le français et l'anglais.
Donc il y a eu des entrées énormes au Congo et on n'a pas montré de développement. Et le Congo encore, j'explique, à peu près en 2008, est rentré dans un programme sans financement avec le Fonds monétaire. Ce sont des programmes qui sont informels où le gouvernement ou le Fonds monétaire vient et ils imposent un certain nombre de conditionnalités sur le pays et le pays doit respecter ces conditions. Et en 2010, le Congo est arrivé à ce qu'ils appellent le point d'achèvement. C'est le point où les membres du board de l'AMF et les membres du board de la Banque mondiale se mettent d'accord que le pays a satisfait un certain nombre de conditions. Donc, par conséquent, il est éligible pour une réduction de sa dette. Donc, le Congo, en 2010, reçoit une suppression de sa dette de 5 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. 2010. Et de 2010 à 2016, le Congo acquiert, avec le prix du pétrole, malgré ça, arrive à un point de dette qui est à peu près à 120% de la PIB, de la production intérieure brute du pays. C'est ce qui est énorme. Mais ça, encore, c'est une dette officielle. Il faut considérer maintenant les dettes qu'elle a engagées avec les pays, les compagnies privées. Si on met ça en ligne de compte, on arrive à peu près à 200% de la PIB. C'est impossible, et donc, ça. C'est énorme, Monsieur Georges, c'est énorme. Et donc, aujourd'hui, c'est que le Congo a signé des accords à une grande partie de la dette du Congo. La majorité d'ailleurs de la dette du Congo est avec la Chine. Donc pour répondre à votre question, la raison pour laquelle jusqu'à présent le Congo n'est pas arrivé encore à avoir un accord avec le Fonds monétaire, c'est parce qu'en partie, il y a eu des exigences. Les exigences que nous avons imposées. La structure de la société civile, nous, à Washington, nous sommes basés ici, mais il y a d'autres comme les Georges Ngoma et d'autres structures qui sont avec les Jean Médard Mundika et d'autres personnes en France. On a travaillé en collaboration pour imposer que le Congo ne pouvait pas être comme ça, faire rentrer dans un programme encore sans pour autant qu'on sache où est passé l'argent du pétrole. Absolument. Parce qu'il y a quand même des milliards qui sont rentrés entre ces 10 ans. Je vais vous dire un fait, des chiffres. De 1997 jusqu'en 2014, le Congo a eu une disponibilité budgétaire d'à peu près de 63 milliards d'euros. 63 milliards d'euros, la disponibilité budgétaire du Congo. Mais ça, c'est suffisant pour développer un pays de 20 millions d'habitants, alors qu'au Congo, on n'est que 5 millions 5 d'habitants. millions, même pas 5 millions. Au Congo, même pas 5 millions. Au Congo, en dehors de ça, dans les pays francophones, à part la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui avait le plus haut budget. En 2014, le Congo était à peu près à 500 milliards de francs CFA, de budget énorme, des montants énormes que le Congo a fait avec preuve. Où est passé cet argent? C'est la mauvaise gouvernance du pays. Donc nous avons dit que le Fonds monétaire ne peut pas continuer à assister un pays qui a mal géré, qui a reçu une suppression de sa dette en 2010 et qui aujourd'hui, 6 ans plus tard, alors que c'est un pays où il y a des entrées, qui se retrouve aujourd'hui à une dette d'à peu près 120% de la PIB. C'est un problème. Et donc nous avons mis des pressions au Fonds monétaire et nous avons imposé à ce que aussi la Chine, qui constitue en fait le pays où le Congo a la plus grande dette. À peu près 80% de la dette du Congo vient de la Chine. Et sur ces 80% de la dette avec la Chine, 40% de la dette totale du Congo avec la Chine et avec des compagnies privées, des compagnies chinoises privées. Et ces compagnies chinoises privées travaillent en connivence avec le gouvernement congolais. C'est-à-dire que la dette que le Congo a engagée, c'est même pas une dette réelle, parce qu'elle elle rentre dans un programme de vol, de corruption où les gouvernants, donc les dirigeants politiques congolais, travaillent en collaboration avec les Chinois, où ils donnent de l'argent et ils prennent de l'argent avec ces compagnies chinoises, et c'est de l'argent qu'ils mettent dans leur compte. C'est pour ça aujourd'hui au Congo, nous avons des gens des hommes politiques africains, congolais, qui ont des milliards de dollars en Chine. Monsieur Miyabé, mais là, ce que vous dites là est très, très, très important. Mais les organismes au niveau international, qui sont quand même comme le Fonds monétaire international, doivent avoir des outils pour comprendre un peu toute cette mafia qui se situe à ce niveau-là. Qu'il y a des Congolais qui ont des entreprises énormes en Chine
et qu'il puisse prendre vraiment des dispositions suffisantes pour que ce genre de mafia ne puisse pas... Je ne sais pas, moi, je suis vraiment très choqué d'entendre ça. Mais vous avez, oui, effectivement, Monsieur Georges, vous avez 100% raison. Et c'est un peu l'hypocrisie qui existe dans ce système monétaire. Et là, la question que nous avons posée aux membres du Fonds monétaire, avec lesquels nous avions discuté, donc nous avons rencontré les membres du conseil d'administration du Fonds monétaire, nous avons rencontré les membres les dirigeants, donc les directeurs de différentes du programme Afrique. Et ce qu'on leur demande, c'est que bon, vous voyez un pays qui est un pays pétrolier, qui a des millions de dollars qui rentrent, qui aujourd'hui est un pays, vous voyez quand vous regardez économiquement le Congo, les gens vivent avec moins $1,25 par jour. Ça, c'est les chiffres que vous avez. Alors, les conditions, vous mettez le Congo dans un programme, dans le programme des PPTE, pays pauvres très endettés. Mais ce n'est pas normal. Où est passé l'argent du pétrole? Alors, donc, à un moment donné, on nous parle de bonne gouvernance, on nous parle d'ouvrir les comptes et que l'on montre les comptes. Mais en même temps, on veut donner de l'argent à un pays comme le Congo. C'est parce qu'à un moment donné, on s'y oppose. On s'y oppose. Et bon, c'est pas évident pour vous dire la vérité, parce que le Congo est un pays membre. Donc, d'après les accords du Fonds monétaire, de ce qu'on appelle agreement. Enfin, je connais le terme. Vous voyez. Dites-le en anglais. Vous pouvez le dire en anglais sans problème. Oui, donc en fait, il y a ce qu'on appelle, il y a la constitution du Fonds monétaire, qu'on appelle de agreement, qu'on appelle le terme m'échappe. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. On y revient là. Voilà, donc c'est cette constitution-là qui en fait impose un certain nombre, qui en fait nous donne le cadre dans lequel le Fonds monétaire doit traiter avec les pays membres. Donc, d'après de Articles of Agreement, du IMF, donc les articles d'agrément du Fonds monétaire, donc qui constituent en fait la constitution du Fonds monétaire, on doit normalement quand même à un certain niveau se regarder, le Fonds doit se regarder pour dire que bon, ce pays quand même si c'est un pays qui est membre, et nous devons lui porter aide parce que c'est un pays membre en fonction de ce que la constitution du Fonds monétaire dit, donc de agreement ce que je viens de déclarer tout à l'heure, on devrait quand même se reposer des questions pour dire on ne peut pas continuer à soutenir un pays qui vole et qui pille, et on ne voit aucun développement dans le pays. Voilà. Et les gens ne font que s'empirer malgré les milliards et les milliards de dollars qui sont rentrés dans le pays. À un moment donné, on doit se poser des questions. Mais la réalité aussi, il faut dire ça, Georges, c'est qu'il y a l'équation de la France qui rentre en ligne de compte. Voilà, tout à fait. Ouais. Et l'équation de la France qui est pays membre, qui est un membre important du Fonds monétaire. Et ils ont des membres du board qui poussent, parce que dans les discussions que nous avons eues avec les membres du board, certains qui ne sont pas de la France, ceux qui ne sont pas des Français, ils nous ont dit, l'un des problèmes que nous avons, c'est que la France s'impose. Ils nous disent, vous ne connaissez pas l'Afrique francophone, c'est nous qui connaissons, et nous voulons pousser, écoutez-nous, c'est la politique qu'il faut. Et ils poussent, et ils nous ont dit ceci. Ils sont très émotionnels, les Français, quand ils en viennent à l'Afrique francophone. C'est-à-dire qu'ils font de l'Afrique leur propriété, et c'est eux qui poussent. Voilà. Donc, il y a un travail important à faire, où on doit justement essayer de maintenir les intérêts de l'Afrique francophone et du peuple africain, qui en fait engage, dans les gouvernements prennent des dettes, s'endettent, et on ne voit pas cet argent qui est utilisé. Ce que nous avons dit au Fonds monétaire, on leur a dit ceci. Ils nous disent non, on va mettre des conditionnalités qui sont très dures par rapport au Congo. Donc ça veut dire qu'on va leur donner de l'argent, mais on va regarder de la façon dont cet argent va être dépensé. Mais c'est en fait se moquer de nous. Parce que l'argent est fongible. L'argent est fongible. C'est-à-dire que si vous me donnez de l'argent, même si vous me dites que cet argent que vous me donnez, je ne peux l'utiliser que dans tel ou tel autre contexte, mais vous me donnez l'habilité maintenant d'avoir l'argent que j'ai dans mon portefeuille, de l'utiliser à faire autre chose. Oui. C'est ça la fongibilité de l'argent. Donc les conditionnalités dont il parle,
pour nous, c'est se moquer de nous. Parce que ces conditionnalités-là, ça renforce toujours le régime de Sassou Nguesso, qui est un régime qui se base sur le vol. Oui, Monsieur Miyabé. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Il y a le positionnement de la France. Évidemment, on voit Strauss-Kahn tous les jours, pratiquement, j'exagère, à Brazzaville, et pour cause. Bon, on va essayer d'évoluer un peu parce que cette affaire-là, finalement, il y a une affaire qui a fait l'actualité dans le monde entier. C'est qu'on a découvert que finalement, à la Trump Tower, à Washington, là-bas, à New York plutôt, il y a la petite fille de Monsieur Denis Sassou Nguesso, à qui on a trouvé un pied-à-terre, tranquille, de 7 millions de dollars américains. Alors, est-ce que rapidement, il y a un lien à faire un peu avec toute cette délinquance financière qui se passe du Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que vous en dites quand même, en tant que Congolais d'origine? Absolument, monsieur Georges Goma. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de découvrir, ça c'est juste un petit détail. Un petit détail. Il y a par rapport, quand on regarde la situation, il y a des situations qui sont pires que celle-là. Ouais. C'est vrai que c'est choquant de voir que 5 millions, un appartement pour 5 millions de dollars, alors que des Congolais meurent. Mais quand vous regardez les milliards qui sont accumulés et qui sont dépensés, comment ils jouent avec l'argent, ce gouvernement-là. Quand je dis c'est un détail, c'est pas pour minimiser la chose, c'est pour dire que la situation est beaucoup plus catastrophique que cela. Par rapport à la gabegie qui a été appliquée par ce gouvernement de Sassou Nguesso. Mais je vais vous donner encore cet élément parce qu'il ne nous reste plus grand temps là. Mettez en rapport quand même avec la situation des jeunes étudiants congolais envoyés à l'étranger pour faire des études et qui partout pratiquement, je vais citer Cuba, je vais citer le Maroc, je vais citer la Tunisie, je vais citer le Sénégal, je vais citer la Russie, partout, les étudiants sont à 27 mois sans leur bourse, qui est minime, mais qui n'ont pas cet argent-là, mais qui sont obligés de se donner à la prostitution. Donc faites un peu ce rapport entre un pied-à-terre pour la petite fille du dictateur Denis Sassou Nguesso à 7 millions de dollars américains et les jeunes étudiants qui sont dans une situation de détresse. Oui, et Monsieur Georges, comme vous le savez, si on doit se focaliser, on a plein d'exemples par rapport à tout cela. Nous avons au Congo, vous le savez, à un moment donné, le plus grand hôpital qui était fermé par manque de paiement. Alors que nous avons au Congo encore, vous savez, la politique de Sassou Nguesso, elle est désastreuse. En fait, c'est une politique qui est basée sur la gabégie. Quand vous avez des gens, en ce moment, il y a des ministres congolais qui, dans leur compte privé, en Chine, ont plus de entre 3, 4, 5 milliards de dollars. Ça, c'est seulement en Chine. Sans pour autant regarder hors de la Chine. Simplement en Chine, sur 2 ministres. Qu'est-ce que vous allez dire quand vous entendez qu'il y a des gens qui souffrent au Congo-Brazzaville et qu'il y a des étudiants qui sont quelque part à Cuba plutôt, et qui n'ont pas, les bourses ne sont pas payées. C'est-à-dire c'est la conscience, la conscience du politique de Sassou Nguesso et les hommes et de son entourage. C'est une politique catastrophique. Ce sont des gens qui fonctionnent dans un état de conscience primitif où ils n'ont aucun respect pour la vie humaine, ils n'ont aucun respect pour le bien public. En fait, c'est-à-dire que, et c'est pour ça, et c'est ce que nous disons au fond, vous ne pouvez pas donner de l'argent au Congo parce que donner de l'argent au Congo, c'est mettre de l'eau dans le tonneau des Danaïdes. C'est de l'argent qui vend, c'est vous versez de l'eau et l'eau descend sur terre. Vous mettez l'argent au Congo, ça sert à la corruption. Parce que le Congo, avec le gouvernement Sassou Nguesso, il n'excelle qu'à la corruption, il n'excelle qu'au vol, il n'excelle qu'en fait à tout ce qui ne peut pas faire avancer le pays. Et c'est pour ça qu'on s'oppose à ce gouvernement. Et Monsieur Miyabé, il reste quelques minutes en terminant en conclusion. Comment pensez-vous que le Congo pourrait se sortir de cette situation-là? Est-ce qu'il y aurait des solutions, des façons de s'en sortir? Absolument, absolument. Il n'y a pas de problème sans solution. Cette solution, premièrement, reviendrait d'abord à ce que les Congolais se mettent tous ensemble, et particulièrement ceux qui sont à l'extérieur. Il y a tellement... Le Congolais, à mon avis, c'est un peuple intelligent. Les Congolais sont très intelligents, mais ce qu'on rencontre comme problème avec le Congo, c'est que les Congolais sont très...
il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de personnalités fortes. Alors que pour qu'on s'unisse, il faudrait que à un moment donné, qu'il y ait un leader, qu'à un moment donné, qu'on se mette tous ensemble pour un objectif précis. Cet objectif précis, c'est de mettre fin au pouvoir Sassou Nguesso et de son système. Et pour cela, donc, il faut que l'unité nationale de la diaspora qui est à l'extérieur, et on doit, à partir de ça, il y a des stratégies qui sont là, qui existent, que l'on peut mettre ensemble. Il y a bien sûr, il faut trouver un soutien avec d'autres pays, mais ce soutien est là. Et ce soutien, on ne peut l'avoir que si seulement et si les Congolais se mettent tous ensemble pour travailler dans un objectif précis. Parce que n'oubliez pas que l'union fait la force. Et c'est avec cette union-là qu'on peut mettre fin au système Sassou Nguesso. Ah ben merci, Monsieur Miabé. Georges, quelque chose à ajouter? mais j'allais juste ajouter pour la quelques secondes qui arrivent là. Mais il faut pas oublier qu'il y a une dynamique politique qui malgré tout est au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que le Fonds monétaire international aussi, entre-temps, est revenu sur la gouvernance aussi. À un moment, il parlait simplement des finances. Maintenant, la gouvernance, c'est-à-dire que le fameux dialogue sans exclusive, voilà, la bonne gouvernance. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une piste là, hein, imposer Sassou à des conditions? Ouais. Rapidement, Monsieur Miabé. On va terminer. Ouais. Oui, rapidement, excusez-moi, mais premièrement, je voudrais dire que les gens, le bruit qui a couru, que le Fonds avait arrêté les collaborations, sa collaboration avec le Congo, à mon avis, en fonction des informations que nous avons eues, c'est une fausseté, c'est faux. Deuxièmement, le Congo, je crois que est parti très satisfait. Ils étaient là pendant les assemblées générales. Ils sont sortis de là très satisfaits, très contents, parce qu'ils pensent que dans les mois qui suivent, ils vont pouvoir signer un accord avec le fonds. Mais comme M. Georges venait de le dire, il est important de repartir sur une base qui est une base pour le développement, c'est la bonne gouvernance. Et on ne peut pas avoir appliqué la bonne gouvernance dans un pays quand on est resté là depuis ça fait 21 ans que M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. En totalité, par rapport à l'indépendance du pays, il est là, ça fait pratiquement 40 ans au pouvoir, et le Congo aujourd'hui, c'est parmi les derniers des pays. Donc on ne peut pas parler être un pays pétrolier et avoir eu des millions de dollars, gérer des millions de dollars, et le pays aujourd'hui se trouve au plus bas. Il y a une mauvaise gouvernance au Congo, il y a le vol, la gabegie. Donc le gouvernement congolais, le gouvernement qui est en place là, doit partir. Hey, voilà. C'est bien dit, Monsieur Miabé. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, merci beaucoup pour cet entretien avec Georges Goma. Merci. Merci, Monsieur Miabé. Merci, Georges. Merci. Merci beaucoup. Merci, Caro. Alors voilà. Georges, encore une fois, merci beaucoup. On se reparle, nous, dans deux semaines. Continuer cette série de chroniques. Absolument fort intéressant. Merci beaucoup. Restez là, nous, dans quelques instants. On parle sport avec Dominique Girard.